Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Une fois n'est pas coutume, petit épisode solo. Aujourd'hui, on va parler de comment intégrer un podcast dans sa stratégie de contenu. C'est un sujet qui m'avait été demandé par les membres de la communauté dans le cadre d'une masterclass qu'on anime régulièrement. Et je me suis dit que j'allais t'en faire profiter aussi par un épisode un peu spécial parce que à l'ère de l'IA, où de plus en plus de contenus écrits sont produits, on va dire un peu en masse, on sait plus très bien à quel sens se vouer au final et quel contenu est vraiment écrit par un expert ou par justement une intelligence artificielle. Là où effectivement, je pense qu'il y a un vrai coup à jouer, c'est sur le contenu qu'on appelait incarné, en fait, un peu comme un podcast, comme une chaîne YouTube, pourquoi pas même une série de live ou de webinars, où on va pouvoir effectivement voir des personnes, être sûr qu'on s'adresse à des experts, et ça, c'est du contenu qui est qualitatif, créé par les marques, qui va permettre de créer un lien particulier avec sa cible. Donc justement, c'est un peu pour ça qu'on va parler de ce sujet-là. L'idée, c'est qu'on voit pourquoi lancer un podcast et les intérêts de ce contenu par rapport à d'autres contenus dans sa stratégie de contenu, de voir comment est-ce qu'on lance un podcast. On va parler effectivement à la fois de la stratégie de contenu et puis du matériel nécessaire. Comment ça se passe concrètement un enregistrement, un épisode dans le pas à pas, en tout cas mon retour d'expérience par rapport à ça, et puis à la fin on terminera par comment est-ce qu'on mesure l'efficacité d'un podcast et son impact sur le business, même si cette question-là elle est vraiment pas facile. Voilà, donc c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, comme je le disais, épisode solo. Donc c'est moi, Axel Kaetka, qui vais te présenter un petit peu justement comment intégrer un podcast dans ta stratégie de contenu. Bon, si tu me découvres, on va dire, par cet épisode-là, ça fait quand même un peu plus de 3 ans et demi que j'anime le Café du Market, qui est un podcast du coup marketing B2B. C'est un peu plus de 150 épisodes maintenant. Donc voilà, cet épisode-là, il est tiré en tout cas de mon retour d'expérience. Ça veut pas dire que j'ai tout fait comme il faut, qu'il faut tout prendre à la lettre, mais en tout cas, c'est ça que je vais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, vif du sujet, on attaque maintenant par la question principale au final, pourquoi lancer un podcast et quels sont les intérêts de ce format par rapport à d'autres formats qui pourraient être trouvés un peu plus classiquement en B2B dans une stratégie de contenu. Justement, en fait, le premier intérêt, il est là. Quand on parle de contenu, les boîtes B2B, elles font toutes la même chose. Blog, e-book, webinar éventuellement, et des posts LinkedIn. Voilà, donc au final, pas mal de contenu écrit, ce qui fait que effectivement, déjà la concurrence elle est très très rude sur ces formats-là, et donc il va pas être facile de sortir du lot, hein, sans tout compter que comme je le disais un petit peu en introduction, la barrière à l'entrée, elle a jamais été aussi faible. Avec les IA, aujourd'hui, il est très facile de produire du contenu écrit, et puis bon, il faut avouer que moi, en tant que consommateur, si je dois lire les bonnes pratiques de tel ou tel sujet, synthétisé par une IA, je vais demander à ChatGPT, j'ai pas envie de trouver ce type de contenu-là sur ton blog. Voilà, donc en fait, on voit bien qu'avec cette masse de contenu écrit qui arrive, au final, le consommateur, en tout cas le prospect, il va devenir aussi un peu plus méfiant. Donc dans ce contexte, c'est ce que je disais en introduction, le podcast, qui est un contenu incarné, d'experts, est très qualitatif. Et on est sûr, au moins, d'avoir des vrais experts en face, en tout cas des vrais experts, des vraies personnes, qui sont en train de partager leur retour d'expérience. Donc on va créer aussi un lien particulier avec la voix, qu'on peut pas créer à l'écrit. En fait, parce que effectivement, on va s'identifier à des personnes, on va entendre les intonations, en tout cas bref, voix, image, ça permet de créer un lien de proximité avec son audience qui est bien plus fort qu'un blog qui est au final très impersonnel, et aujourd'hui on sait plus si c'est une IA ou si c'est une personne qui est derrière cet article qu'on vient de lire. Donc il y a ce premier intérêt-là, créer un lien particulier avec son audience. Le deuxième, c'est comme je le disais aussi, c'est que c'est un contenu à très forte valeur ajoutée. Voilà, on a des experts qui vont parler entre eux à 1, 2, 3, 4, 5 personnes, pourquoi pas, d'un sujet, de retour d'expérience, et qui vont, comme on est sur un format long, rentrer en détail sur les sujets qui sont abordés. Bien plus que on est capable de le faire dans un article de blog de 1000 mots. Donc, deuxième avantage, contenu à très forte valeur ajoutée. Ça va répondre à plusieurs enjeux, notamment des enjeux top of funnel quand même, le podcast, plutôt des enjeux de notoriété, de crédibilité et d'expertise, quand on va vouloir effectivement montrer son expertise à des prospects. Ça, je le disais, contenu à très forte valeur ajoutée, long, donc ça a un potentiel de recyclage qui est très très important. On a une matière première qui est très intéressante. Moi, c'est pour ça que je considère qu'en tout cas, si on veut se lancer dans le podcast, il faut en faire un pilier de sa stratégie de contenu, parce qu'en fait, on va avoir encore une fois beaucoup de matière dans un seul épisode. Ça prend aussi du temps à créer, hein. Il y a quand même un effort créatif qui est particulier derrière le podcast, et comme c'est chronophage, il va falloir en tirer le maximum. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a la matière d'un épisode de podcast, et on reviendra un petit peu après là-dessus, on est capable de créer plein de contenus dérivés et de faire infuser un petit peu justement les apprentissages d'un podcast dans toute la stratégie de contenu. Donc voilà, très fort potentiel de recyclage, d'autant plus, j'ai même envie de dire pour les marketeurs,
qui travaillent dans des secteurs qui sont pas forcément le marketing, hein. J'allais dire effectivement quand on va créer du contenu à destination de marketeux et qu'on est soi-même un marketeur, bah évidemment c'est plus facile de traiter les sujets parce qu'on est nous-mêmes l'expert métier. Quand on adresse des directeurs financiers, des DSI, bref peu importe quelle est la fonction, dont on n'a pas forcément l'expertise métier pour créer du contenu à forte valeur ajoutée. Le podcast, là où c'est super intéressant, c'est que du coup on va pouvoir inviter des experts à partager leur retour d'expérience, et donc, même si on n'est pas expert métier, on est capable de créer avec les invités un contenu qualitatif. Et donc ça, c'est aussi un très bon avantage. Ça fait le lien avec le point suivant, c'est qu'en fait, quand on a des invités, chaque épisode de podcast est une opération de co-marketing. Au final, inviter des experts, ça va nous permettre d'aller toucher le réseau de ces experts-là, d'autant plus s'ils participent à la communication, et on en parlera aussi autour de l'épisode, mais à chaque épisode, on va être capable d'aller toucher le réseau des experts qu'on invite, et ça va permettre d'aller gagner en visibilité auprès d'un réseau auquel on n'aurait pas accès si on communiquait tout seul. Donc opération de co-marketing à chaque épisode, et ça c'est très cool. Enfin, et je le disais, ça va faire le lien avec le fait de, effectivement, quand on n'est pas l'expert métier, bah, du coup, qu'on veut créer un contenu qui est intéressant pour ces personas, bah, du coup, évidemment, qu'on invite des experts, logiquement, ils sont plus ou moins proches de nos personas. Donc, en fait, chaque épisode de podcast devient une conversation, un échange avec ces personas. Donc, ça va permettre à la fois à l'intervieweur de monter en compétence dans la compréhension des enjeux des personas et du métier, et puis pourquoi pas infuser toute l'équipe et toute l'entreprise de ces sujets-là. Donc en fait, chaque conversation est aussi une occasion d'échanger avec ses prospects, ses personas, et donc de monter en compétence, et ça c'est super intéressant aussi. Et enfin, c'est peut-être pas effectivement le premier levier, mais mine de rien, ça va permettre aussi, pourquoi pas, d'ouvrir des conversations avec des comptes qu'on a du mal à toucher par ailleurs. C'est bête, mais on va plus facilement répondre à une invitation pour venir participer à un podcast que à la proposition d'un commercial pour prendre une démo. Donc voilà, c'est pas l'objectif principal d'un épisode, c'est pas de vendre ta solution à l'invité, mais mine de rien, ton invité, bah après, il sait te placer sur la carte, il sait ce que tu fais, et la conversation, elle sera plus facile à ouvrir derrière pour pourquoi pas partir sur un processus commercial à plus ou moins long terme, hein, évidemment, faut pas chercher à vendre tout de suite pendant l'enregistrement. Mais moi, je connais plein de podcasteurs qui, alors là, je vais prendre le levier indépendant qui est encore un petit peu particulier, mais qui ont en tout cas signé des missions avec des invités qui sont passés sur le podcast. Donc ça, c'est vraiment un truc qui existe, et ça pourrait très bien s'imaginer dans un, pourquoi pas, B2B grand compte, avec des comptes qu'on a du mal à toucher, à aller, à ouvrir des conversations. Bah du coup, là, quand on est capable effectivement d'aller inviter quelqu'un sur son podcast, bah derrière, c'est beaucoup plus facile, encore une fois, l'icebreaker, il est canon, quoi. Donc voilà un petit peu toutes les raisons que je voulais mettre en avant sur le fait que le podcast, c'est un format de contenu qui est très intéressant, qui a plein d'avantages, d'autant plus à l'ère de l'IA, où effectivement on va incarner, personnifier un discours, là où effectivement, bah, forcément le contenu écrit est un petit peu dépersonnalisé par ces enjeux d'intelligence artificielle. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de te proposer tout ce contenu gratuitement, et ce partenaire c'est Pledzi. Pledzi, c'est tout simplement mon logiciel de marketing automation préféré. On le sait, hein, quand on est marketeur B2B, qu'on fait du lead nurturing, du marketing automation, l'entretien des workflows de nurturing, c'est une vraie gageure. Quand on crée des nouveaux contenus, il faut aller les mettre à jour, modifier les emails, créer des nouveaux scénarios, bref, ça prend vite beaucoup de temps. Là où Pledzi est très malin, c'est qu'ils ont créé en fait une campagne intelligente où quand tu vas intégrer un nouveau contenu, tu vas simplement le scorer, le taguer, et les workflows vont venir se mettre un petit peu à jour tout seul, et pour envoyer le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'en plus ils ont une équipe au top qui est vachement sympa, et du coup c'est un vrai plaisir de travailler avec eux, et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site pledzi.co. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Voilà pour ce premier sujet. Maintenant qu'on a dit ça, disons que tu es convaincu, et puis que effectivement tu es intéressé pour lancer ton podcast, c'est comment est-ce qu'on s'y prend concrètement pour lancer un podcast. Là-dedans, je vais découper ça, on va dire, en deux parties. Il y a la partie stratégie de contenu, et il y a la partie matériel, très opérationnelle. Si on prend le premier sujet, le contenu, ça va commencer comme un peu toutes les stratégies de contenu, au final. Analyse concurrentielle, enquête qualitative avec ses personas, enquête quantitative aussi, pourquoi pas, avec des personas pour essayer de recueillir du feedback. J'aime bien, moi, quand je parle de stratégie de contenu, si tu écoutes le podcast ou si tu suis la newsletter depuis un moment, tu vas reconnaître un petit peu des choses que je dis régulièrement, mais c'est prendre en fait une espèce d'approche produit sur le job to be done, se dire quel est le rôle de mon contenu, qu'est-ce que c'est censé apporter à ma cible, à quel besoin, à quelle problématique mon contenu va répondre pour ma cible. Si je prends mon exemple sur le podcast, ben, on sait que pour les marketeurs, les CMO, les head of marketing,
les échanges entre pairs, c'est super riche et ça permet d'avancer plus rapidement sur les problématiques qu'on a du quotidien. Mais tous les marketeurs n'ont pas un réseau forcément très très large ou le temps ou le courage d'aller lancer des bouteilles à la mer à des pairs. Et ben le podcast, il va te permettre de faire ça sans avoir besoin effectivement d'aller écrire à des personnes. Tu vas pouvoir faire ta veille, écouter les retours d'expérience de marketeurs sur des problématiques que tu rencontres aussi, et donc ça va te permettre effectivement d'aller combler ce vide-là, ce besoin-là. Voilà, donc c'est avoir cette approche-là de à quel besoin va répondre mon contenu pour ma cible. Ça va te permettre aussi, d'identifier quels sont les sujets qui vont l'intéresser justement par rapport à ses besoins. Quelle information ta cible va attendre d'une entreprise comme toi. Là, moi j'aime bien dire, définir ses piliers de contenu. En fait, encore une fois, je vais prendre mon parallèle, mais moi, si, avec la communauté du Café du Market, qui est une communauté qui s'adresse au Head of Marketing et CMO B2B, j'ai plusieurs piliers de contenu qui vont me permettre d'aller toucher, qui sont les centres d'intérêt de ma cible par rapport à mon offre. Le pilier Strat Marketing, avec tous les différents canaux marketing qu'on peut mettre derrière, où on va pouvoir parler effectivement derrière des sous-piliers, plan et budget marketing, et puis tous les canaux un par un, on va dire, content, paid, événementiel, voilà, tous ces sujets market. Il y a un deuxième pilier qui est le pilier des relations humaines en entreprise. Ça va être les relations avec le CEO, les relations avec les sales, les relations avec le produit, et les relations managériales au sein même de son équipe, la structuration d'une équipe, et tous ces sujets-là. Et mon troisième pilier, c'est la carrière. Comment est-ce qu'on fait pour développer sa carrière dans le marketing? Comment est-ce qu'on gère une carrière dans le marketing? Comment est-ce qu'on accède au poste de CEO? C'est quoi les salaires? Comment est-ce qu'on négocie? Voilà, toutes ces choses-là qui sont liées un peu plus à la carrière. Ça, c'est mes 3 piliers de contenu. Et on voit bien que derrière, je t'ai déjà déplié plein de sous-piliers et plein de sujets thématiques qui pourraient arriver, qu'on est capable de tirer derrière. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les sujets qui vont intéresser ma cible par rapport à ses besoins. Il faut partir pour les définir de ton offre, des piliers de ton offre, des fonctionnalités de ton produit, pourquoi pas. En tout cas, c'est de se dire, effectivement, on a plusieurs fonctionnalités, en fait, on est capable de dérouler un pilier peut-être par gamme fonctionnelle ou par produit, et puis après, de toute façon, on a un peu tous quand même dans nos cibles les sujets carrière, des sujets, voilà. Donc, essayez de définir ces piliers de contenu pour identifier les sujets qu'on est capable de traiter en podcast. Après, une fois qu'on a une liste de sujets, la question, c'est de se dire quel est le format de mon podcast. On peut faire des épisodes solo, on peut faire des épisodes de 2h30, on peut faire des épisodes d'un quart d'heure, on peut faire un peu tout ce qu'il y a entre les deux, et même moins. Est-ce que c'est avec un invité, avec 2 invités, avec 3 invités? Est-ce que c'est des tables rondes? Est-ce que je vais publier toutes les semaines? Est-ce que je vais publier toutes les 2 semaines? Est-ce que je vais publier une fois par mois? Est-ce que je fais des saisons de 10 épisodes? Et puis après je fais une pause et je refais une deuxième saison? Est-ce que je fais un podcast qui est continu dans le temps? Tout ça, c'est des formats, tout est possible. Évidemment, le podcast, c'est un contenu à effet cumulé, donc en fait, plus on publie d'épisodes, plus on va faire d'écoutes, mais ça veut pas dire qu'il faut absolument poster 2 ou 3 nouveaux épisodes par semaine. Voilà, il faut trouver un rythme qu'on est capable de tenir sur le long terme, parce que un podcast, ça marche pas si tu fais 3 épisodes et puis que tu t'arrêtes pendant 1 an et demi. Voilà. Donc comme c'est un engagement à long terme, il faut trouver un format qu'on est capable de tenir. Ça, c'est aussi un levier de différenciation par rapport à la concurrence. Je reviens à l'analyse concurrentielle dont je parlais au début, mais par exemple, des podcasts marketing, il y en a plein. Moi, j'en écoute un que j'aime bien, qui s'appelle This Meeting Could Have Been a Podcast, et en fait, c'est Jess Cook qui anime ça. C'est en anglais, mais pour te montrer la différenciation, en fait, c'est un podcast marketing où elle enregistre un rendez-vous en one-one avec son CEO. Donc c'est la discussion entre la Head of Marketing et le CEO sur les problématiques marketing de la boîte. Et en gros, ils rejouent un peu leur meeting hebdomadaire. Et là, le format, il est super intéressant parce qu'il est super original. Et ces 2 invités, c'est toujours les mêmes, au final, les 2 animateurs, mais on a un format, le podcast marketing, c'est peut-être celui qu'on rencontre le plus, mais on a un format original qui va permettre de se démarquer. Donc voilà, essayez de penser à la fois au sujet, aux angles qu'on est capable de prendre, qui sont des leviers de différenciation, et après au format. On peut se différencier par la durée, on peut se différencier effectivement par le nombre d'invités, et voilà, et tout ce qu'on est capable de trouver autour de ça. Donc une fois qu'on a défini les sujets, le job to be done, on va dire, de son contenu, les sujets qu'on est capable d'aborder, et le format de ces épisodes, et du coup, il faut prioriser les sujets, trouver les invités, et après c'est parti. Ça, c'est pour la partie un petit peu strate de contenu. Enfin, en tout cas, définition du grand projet podcast. Quelques tips un petit peu par ici, mais pour te donner deux, trois clés, hein, pour t'aider à démarrer. En général, trouver des invités, c'est quelque chose qui fait toujours un petit peu peur. Je te conseille de commencer par des invités que tu connais.
ou en tout cas qui te diront oui plus facilement, c'est-à-dire des partenaires, des experts en interne, des clients aussi que potentiellement tu peux aller mettre en avant, sur un podcast. Moi typiquement, si tu prends les 4-5 premiers épisodes du Café du Market, les 4 premiers invités, c'est des gens que je connaissais, avec qui j'avais fait des opérations de co-marketing dans une précédente boîte. Donc quand je les ai invités, ils m'ont plus facilement dit oui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que derrière, si tu regardes, c'est Spendesk, c'est Swile, c'est Lucas, c'est YouSign, et donc, en tout cas, c'est des marketeurs de ces boîtes-là. Et donc derrière, quand j'ai été chercher d'autres invités, j'ai pu leur dire: «Ah bah voilà, est-ce que tu serais partant pour enregistrer un épisode de podcast? J'ai déjà enregistré des épisodes avec machin, 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 tu vas voir, tu seras en bonne compagnie», voilà. Et donc ça, forcément, quand tu as de quoi montrer qu'il y a déjà des épisodes, c'est plus facile ensuite pour sortir de ton réseau. Le deuxième sujet, c'est d'avoir toujours un petit peu d'avance dans l'enregistrement. Ça va surtout dépendre un peu de ton rythme de publication. C'est bête, moi je sors un épisode par semaine, j'ai toujours un mois et demi, 2 mois d'avance d'épisodes, pour être sûr de tenir le rythme. Voilà, donc ça c'est des petits tips un petit peu que tu peux avoir en termes d'enregistrement. Maintenant, si on prend l'aspect matériel, moi j'ai une conviction sur les actions marketing, une devise un petit peu, c'est que fait, c'est mieux que parfait. C'est-à-dire que t'es pas obligé de commencer par un format super compliqué, avec des invités en studio, dans un cadre de ouf, à faire de la vidéo et vouloir la diffuser sur tous les canaux et tout. Non, au début, tu peux très bien avoir un podcast uniquement en audio, sans image, que tu vas enregistrer à distance et faire très light, on va dire, pour d'abord créer du contenu, montrer que ça marche, et puis après, pourquoi pas monter en gamme. Moi, si tu prends le Café du Market, au tout début, donc moi déjà je suis à Marseille, donc je sais que la plupart de mes invités vont pas faire l'aller-retour à Marseille parce qu'ils sont de Paris ou de un peu partout en France, après tout, ils font pas l'aller-retour à Marseille pour un épisode de 25 minutes. Et moi non plus, je vais pas non plus me balader dans toute la France pour enregistrer un épisode de 25 minutes, sinon les coûts ils seraient dingues. Donc j'enregistre à distance. Et au début, les premiers épisodes, ils étaient enregistrés avec un casque et mon micro, le micro du casque. Donc voilà, c'était un format qui était très light, ça m'a pas empêché de démarrer. Donc je veux vraiment essayer de rationaliser un petit peu tout ça, de décomplexer par rapport à ce format-là. On n'est pas obligé de se lancer tout de suite dans une production hollywoodienne. Il faut pas surestimer le travail que ça représente, l'investissement que ça représente non plus. Ce dont tu as besoin, par contre, on va dire quand même à minima, c'est un bon micro. Moi, il est là, tu le vois pas, mais c'est un micro Blue Yeti qui coûte 130 €. Voilà, donc ça, c'est un petit peu avoir un son de base qui est correct, qui est bon, on va dire même. Mais ce qui est plus important même dans la qualité du son, évidemment, il y a le micro, mais il y a tout ce que tu vas, la pièce au calme, quoi. C'est quand même ça qui va faire aussi pas mal de différence. Si tu veux faire de la vidéo, il te faut une caméra et une lampe. Potentiellement, tu peux filmer avec ton téléphone, hein, les caméras des téléphones, elles sont très bonnes aujourd'hui. La lampe, ça fait quand même une belle différence. Bon, là, je l'utilise pas, mais ça fait quand même une belle différence sur la qualité de l'image. Moi, caméra plus lampe, je crois que j'en ai eu pour 250 €. Voilà. Il te faut un logiciel d'enregistrement. Moi, j'utilise Zencastr, mais tu as aussi Riverside, qui est un très bon logiciel, leader du marché. Je crois que je payais 20 € par mois d'abonnement. Un logiciel de montage. Si tu fais que du son, tu peux utiliser Audacity, qui est en gratuit. Son plus vidéo, moi aujourd'hui j'utilise Vid, VEED.io, c'est une licence à 120 € par an. Et tu vas avoir besoin d'un logiciel de diffusion de podcast, parce qu'en fait tu vas aller héberger ton épisode, rédiger la description, le titre et tout dans ce logiciel-là, et ça va le diffuser automatiquement sur toutes les plateformes d'écoute. Moi j'utilise Ocha, sur la licence à 30 € par mois, je crois, 29 € par mois. Voilà, il y a Spotify qui est pour Creators, je crois, Spotify for Creators qui est gratuit, je crois, aussi. Donc voilà, il y a des choses à trouver de ce côté-là. Et après, j'ai des outils qui sont un petit peu mutualisés, tu vois, que j'utilise pas pour le podcast uniquement, qui sont Canva, ChatGPT, enfin des choses comme ça. Donc je vais pas mettre les coûts sur le podcast parce que de toute façon, je les utiliserai quoi qu'il arrive. Donc mettons que tu fasses que de l'audio, ça fait 130 € de micro, 50 € par mois de logiciel. Avec la vidéo, ça fait 250 € de matos en plus au début et 10 € par mois. Donc pour une entreprise, ça reste un investissement qui est modéré, d'autant que tu vas avoir derrière l'impact sur la stratégie de contenu, il est énorme. Donc concrètement, maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce que ça se passe l'enregistrement d'un podcast? L'enregistrement d'un podcast, épisode de la promotion à la genèse, donc en gros, donc on définit le choix d'un sujet. Voilà, moi c'est comme ça que je fais. J'ai toute une backlog de sujets que j'ai envie de traiter par rapport à effectivement ce que les marketeurs vont me dire dans la communauté, des sujets que je vois passer, les sujets que je sais qui sont d'importance pour les marketeurs, voilà, des choses comme ça. Donc il y a toute une liste de sujets qu'on a définis avec ce que je te disais avant dans la partie contenu. À partir de ces sujets-là, je vais identifier un invité,
qui m'intéresse. Souvent, c'est parce que soit je sais que j'aime bien ce que fait la boîte sur ce sujet-là, soit j'ai vu passer un post LinkedIn ou un CMO raconter un truc, j'ai trouvé ça cool et du coup je l'ai mis dans ma backlog de sujets à traiter. Hem, voilà, maintenant je reçois aussi des sollicitations pour passer sur l'épisode, donc quand c'est pertinent, des fois j'accepte et à ce moment-là, on va faire un premier call de qualif aussi pour trouver le sujet ensemble. Donc choix d'un sujet, identification de l'invité et contact. Souvent je les contacte par LinkedIn, un petit message pour dire hello, tu fais ça, moi je suis Axel, Café du Market, voilà, j'ai un podcast marketing. Euh, j'ai vu que tu avais fait ça et j'ai trouvé ça trop cool. Est-ce que ça te dirait de venir en parler lors d'un épisode sur le podcast? J'ai déjà interviewé machin, machin, machin que tu connais peut-être. Voilà, tu serais en bonne compagnie pour essayer de crédibiliser un petit peu l'invitation. Donc un message, montrer que tu t'es intéressé à ce que la cible a créé, à ce que l'invité en tout cas a déjà fait et que tu le contactes pas au hasard non plus. Si ça répond pas par LinkedIn, des fois je double un mail, et puis après si je relance toujours une fois sur les deux canaux, et si j'ai pas de réponse, bah j'essaie de trouver un autre invité. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais caler 30 minutes de call préparatoire avec l'invité. Donc on fait connaissance, on brosse ensemble un petit peu tous les deux la problématique pour que moi j'essaie de voir un petit peu comment est-ce qu'il peut traiter le sujet, et comment est-ce que je peux angler mon épisode. 30 minutes de call, à l'issue duquel on va positionner un créneau dans l'agenda ensemble pour l'enregistrement. Moi, c'est un créneau d'une heure. Alors, en général, on dure à peu près 45 minutes d'enregistrement, mais c'est un créneau d'une heure pour être tranquille. Une semaine avant, au plus tard, j'envoie un brief à l'invité pour qu'il prépare l'épisode. Comme les épisodes sont courts, 25-30 minutes, c'est important que l'invité soit préparé pour caler ses idées. Donc dans ce brief, il va y avoir le rappel du format du podcast, les recos techniques, donc c'est bien d'être dans une pièce au calme, avec une bonne connexion internet, avec un micro si possible. Voilà, ça c'est les quelques recos techniques, et les questions que je pense poser. Donc c'est un script, en fait, de l'interview. Après, il prend ses notes ou pas dans le brief, peu importe, en vrai je les regarde pas trop justement parce que je m'interdis pas de rebondir sur des questions, de sortir un peu du script ou de sauter une question si besoin, ça reste une conversation. Mais en fait, ça va permettre à l'invité de, lui, se préparer, se projeter dans l'interview et voir les messages clés qu'il a envie de passer. Ouais, ça c'est quand même super important, et les fois où ça n'a pas été fait, où l'invité avait pas vu le brief et tout, bah c'est arrivé que je réenregistre un épisode parce qu'il partait dans tous les sens. Derrière, on enregistre, on se retrouve pour enregistrer, je disais 45 minutes, 1 heure, et après ça, il y a la phase de montage de l'épisode. Le montage, c'est pareil, il faut pas surestimer le travail que ça représente. Moi, je réécoute l'épisode, j'enlève les deux, s'il y a des cafouillages, ou on s'est dit un ou deux trucs en off parce qu'on a eu un bug, bah je l'enlève, mais sinon, la conversation, elle suit son cours, je coupe quasiment rien. On va créer les assets de communication, la cover, le titre, la description de l'épisode, voilà, et je vais programmer ça sur Ocha, et aussi sur Substack et YouTube. Une fois que j'ai fait ça, je préviens l'invité, et je lui envoie un petit kit de communication pour qu'il puisse partager de son côté. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça se voit vraiment l'impact sur les écoutes. C'est pareil, je l'ai prévenu en général quand même pendant le process et les fois on a discuté que c'est toujours mieux s'il partage. Et une fois que c'est fait, il y a la mise en ligne de l'épisode et la promotion, un post LinkedIn, un envoi de newsletter spécifique dans mon cas. Et c'est à peu près tout parce que vu que je sors un épisode toutes les semaines, je vais pas non plus le promouvoir en continu pendant 10 ans. Après, donc ça c'est vraiment de la genèse à la promotion de l'épisode. Après, on va rentrer dans le recyclage à long terme. Comme je le disais, moi, le podcast, c'est un contenu majeur. C'est mon plus gros effort de création dans ma stratégie de contenu. Donc en fait, ça va alimenter tout pour en tirer le maximum. Encore une fois, ça c'est un sujet que j'aime bien, moi, stratégie de contenu. Donc l'idée, c'est d'avoir un contenu majeur sur lequel tu vas mettre ton plus gros effort de création, que tu vas produire à un rythme donné, on va dire, mais qui va te servir à alimenter un petit peu tout. Ton contenu majeur, derrière tu vas avoir des contenus mineurs qui vont dériver du contenu majeur. Donc là, moi, il y a le podcast. Les contenus mineurs, c'est la newsletter, le blog, qui vont être alimentés à partir des épisodes de podcast. Et puis derrière, tu as tes contenus snacks, qui vont être plus ou moins en général pour aller chercher un peu plus de visibilité, mais qui sont des contenus courts que tu vas produire un petit peu plus régulièrement, comme des posts LinkedIn ou les posts sur les réseaux sociaux. Donc quand en fait il y a aujourd'hui, j'ai mis un GPT en place pour automatiser un petit peu tout ça avec de l'IA, en tout cas essayer de gagner du temps. Quand il y a un épisode qui sort, je vais récupérer le transcript de l'épisode, la conversation, et ça, je vais aller le mettre dans mon GPT, qui va me proposer sur la base du transcript, et uniquement sur la base du transcript, et de tout ce que je lui ai donné aussi, parce que je lui ai donné dans sa base de données des éditions de newsletter, des exemples de titres et de descriptions de podcasts que j'avais rédigés et tout, pour qu'il puisse s'inspirer de mon style. Mais donc du coup, quand je lui donne ce transcript, il va me sortir 4-5 propositions de titres,
une description de l'épisode pour les plateformes d'écoute, il va me sortir 1 ou 2 modèles de posts LinkedIn pour promouvoir l'épisode, et puis après, il va me proposer un brief de newsletter avec une espèce de plan, tiré des et les apprentissages clés de l'épisode. Comme ça me permet de gagner vachement du temps. Parce qu'en fait, quand un épisode de podcast sort, bah, effectivement, sur la base du transcript, heu, je vais pouvoir, bah, récupérer tous les éléments de description et de titre je vais mettre dans les plateformes d'écoute. Ça, en général, ça me sert à faire la description, aussi à faire un post de promotion de l'épisode. Voici le nouvel épisode qui est sorti, machin, avec le résumé et tout, donc le teaser. Post LinkedIn. Derrière, potentiellement, je vais réutiliser les éléments du transcript pour faire un post de contenu à un autre moment plus tard dans ma stratégie de contenu. Donc c'est-à-dire un post, bah, qui est pas forcément dit, «Ah bah tiens, c'est l'invité machin et le lien de l'épisode», mais vraiment juste un post de contenu qui vit en tant que tel, qui est recyclé à partir du contenu de l'épisode. Derrière, potentiellement, selon le sujet du podcast, je vais faire une édition de newsletter. Donc pareil, sur la base du brief, du transcript, bam, 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 je sors les idées clés et ça me permet de faire, bah, typiquement, on a fait un épisode «Comment c'est une stratégie d'ABM», bah, ça, c'est une newsletter que je vais faire parce que le sujet, il est canon. Potentiellement, cette newsletter, une fois que je l'aurai rédigée, je vais l'optimiser SEO pour la mettre sur mon blog. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'aller tirer le plus possible, de contenu de l'épisode de podcast. C'est ce que je te disais, comme tu as un contenu, une matière première qui est très riche et un contenu avec une forte expertise, en fait, tu dois pas tu bah, oui, c'est pas tu peux, c'est tu dois, faire infuser tout ce contenu-là, toute cette expertise dans tous tes contenus. Le podcast, c'est vraiment un contenu majeur qui doit derrière ruisseler dans toute ta stratégie de contenu. Donc voilà, à la partir d'un épisode, tu es capable de produire un numéro newsletter, un article de blog, plusieurs posts sur les réseaux sociaux. Si tu as capté la vidéo, bah, tu peux la poster sur YouTube, tu peux en faire des shorts que tu vas aller poster sur LinkedIn, sur TikTok, sur Insta, sur les canaux où tu es présent. Tu peux même imaginer poser des questions récurrentes dans tes interviews à tous les invités, et puis après faire un épisode où tu vas compiler les différents points de vue sur cette question-là. Voilà, c'est quoi ton modèle d'attribution? Comment est-ce que tu suis l'impact du marketing sur le business? Voilà, si je posais cette question à tous les invités, je pourrais faire un épisode dédié avec les réponses de tous les invités pour comparer un petit peu les modèles et les points de vue. Voilà, donc tu peux imaginer plein de choses. Grosso modo, l'enregistrement de l'épisode, sans compter la partie recyclage, donc de la genèse du titre à la promotion, c'est au début, en tout cas, c'était une journée de travail, à peu près. Maintenant, c'est un peu moins que ça quand même, parce que j'ai quand même gagné en efficacité sur certains sujets, heureusement, avec le temps. Quelques tips un peu en vrac que je peux te donner par rapport à ça pour t'aider à lancer ton podcast, c'est que, bah, typiquement, moi, au début, j'envoyais des messages sur LinkedIn à toutes les personnes qui commentaient les posts liés au podcast de façon positive. J'allais leur mettre un petit message en privé pour leur dire: «Est-ce que tu pourrais pas aller laisser un avis sur les plateformes d'écoute?» C'est quelque chose qui aide beaucoup, à la découvrabilité, du podcast. Et ça, c'est quelque chose je fais moins maintenant, mais que je faisais beaucoup au début, qui m'a permis vraiment de récupérer pas mal d'avis. D'ailleurs, si tu l'as jamais fait, tu peux, aller laisser une note sur Spotify ou sur Apple Podcast, et un commentaire sur le podcast. Positif évidemment, c'est toujours mieux. Heu je faisais aussi de la promotion en outbound, c'est-à-dire que j'écrivais à des responsables marketing sur LinkedIn que je connaissais pas, en leur disant: «Hello, moi quand j'étais responsable marketing, j'aimais bien les podcasts pour faire ma veille. Du coup, j'ai créé le mien, j'ai pensé que ça pourrait peut-être t'intéresser, voici le lien». C'est pareil, au début, ça m'a permis, de promouvoir un petit peu le podcast. Et ensuite, il y a 2 trucs qui ont vraiment fait un gap dans les écoutes pour moi. C'est une fois, il y a eu, un article qui a été écrit sur le blog du modérateur sur les meilleurs podcasts marketing francophones. Ils m'ont mis dedans, donc ça, boum, ça a quand même fait un petit pic de notoriété, ça m'a fait passer de 500 écoutes mensuelles à plus de 1500 écoutes mensuelles, donc très chouette, merci à eux. Et ça, typiquement, en tant que marketeur, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pu provoquer. Hem, Aller, sur YouTube, sur, Google, taper, liste podcast marketing, les articles qui font des listes de podcasts, aller contacter les auteurs pour voir s'ils pouvaient pas m'ajouter dedans. C'est quelque chose que j'aurais pu, provoquer un petit peu, on va dire. Et le deuxième, c'est quelque chose que j'ai fait en début d'année, c'est le lancement du podcast sur Substack. C'est-à-dire que Substack, c'est là que j'héberge ma newsletter, Marketing Recipes. Si t'es pas abonné, tu peux aller le faire. Et du coup, j'envoyais tous les jeudis une newsletter de contenu dans laquelle il y avait un petit paragraphe en dessous et l'épisode de la semaine, machin, si tu veux aller l'écouter. Et ben en fait, ce que j'ai fait en début d'année, c'est que j'ai hébergé mon podcast sur Substack, mais ça, à la limite, presque si je l'avais pas fait, si j'avais un autre outil de newsletter, j'aurais pu faire différemment. Mais c'est qu'à chaque sortie d'épisode, j'envoyais une newsletter dédiée à l'épisode, heu, qui ne parle que de ça avec, le lien, pour aller l'écouter. Et ça a aussi augmenté les écoutes directement de quasiment 30. Donc voilà, maintenant j'ai la newsletter de contenu le jeudi et j'ai la newsletter de l'épisode le mardi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait, décoller aussi, les écoutes, qui a rapporté en tout cas, qui a fait un petit gap, un petit bond dans les écoutes.
Donc voilà, deux petits tips encore en plus, si tu dois lancer ton podcast. Ça peut valoir le coup d'envoyer un épisode, un mailing dédié. Maintenant que j'ai dit ça, on va arriver à la dernière question, qui est peut-être la plus compliquée, c'est comment est-ce qu'on mesure le ROI d'un podcast? Vaste sujet. J'aimerais avoir une réponse toute faite à te donner. Déjà, et ça, il aurait peut-être fallu que j'en parle avant, mais il faut revenir aux objectifs que tu as fixés et pourquoi tu le fais. Si tu fais un podcast, bon, soyons honnêtes, hein, c'est pas forcément pour conclure des deals tout de suite, hein. C'est plutôt quand même un contenu de notoriété, on va le mesurer en tant que tel. Mais en tout cas, il faut revenir aux objectifs que tu as fixés en lançant ton podcast pour essayer de définir les KPI qui sont liés, forcément. Par rapport au podcast, il y a quelques KPI qui lui sont propres, le volume d'écoute, les auditeurs uniques. Voilà, ça c'est quelque chose que tu vas pouvoir suivre par rapport au podcast, qui vont te dire effectivement la dynamique de ton contenu en tout cas. Après, tu vas avoir des retours qualitatifs, tu vas recevoir des messages privés, potentiellement des commentaires sur les posts LinkedIn qui vont permettre aussi de juger un petit peu les réactions par rapport à ton contenu. Tu vas avoir, pourquoi pas, des mentions spontanées normalement dans les échanges commerciaux. Des gens qui vont te dire, des prospects qui vont dire à vos commerciaux, ah oui, j'écoute le podcast. Ah oui, j'ai entendu tel truc dans tel épisode. Voilà, ça c'est des choses qui existent. Que d'ailleurs les commerciaux, faudrait systématiser ça si tu l'as pas déjà fait, dans les rendez-vous, de poser la question: «Comment est-ce que vous nous avez connus?» Ça c'est pareil, c'est un champ libre que tu peux mettre dans tes formulaires. Et là, tu vas voir à ce moment-là si tu as des gens qui mentionnent le podcast. Heu, Évidemment, tu pourrais mesurer tout ce qui est lié à la promotion des épisodes sur les différents réseaux sociaux, pareil dans une idée de notoriété. Après, moi c'est ce que je te disais, ça influence tellement de sujets qu'évidemment il y a des choses qui sont difficiles à quantifier. Quand tu fais comme moi et que tu le mets au centre de ta stratégie de contenu, ce que je considère qu'il faut faire, bah, en fait ça devient un moteur de toute la stratégie de contenu. Si tu bosses uniquement en inbound, moi si je prends mon cas en tant qu'indépendant, où je travaille qu'en inbound, bah, en fait, tu le vois comme quand je t'ai décrit un petit peu la mécanique de ma stratégie de contenu, heu, tous les revenus que je génère sont liés directement ou indirectement au podcast. Parce qu'en fait, c'est effectivement par le podcast, ou alors c'est par LinkedIn, ou alors c'est par la newsletter qu'on va me contacter. Hem, et c'est comme je le disais, bah, la newsletter, des fois, il y a des numéros qui sont issus du podcast, mais post LinkedIn, il y a beaucoup de promotion du podcast. Quelle est la crédibilité qu'on m'accorde parce que je fais un podcast? Voilà, tout ça, en fait, ça va influencer le ROI du podcast et c'est difficilement mesurable. Si je dois être vraiment honnête, quand on écoute un podcast, personne ne va cliquer dans les liens dans la description. Personne, en tout cas, c'est très limité. Je sais pas toi, mais moi, j'ouvre pas les descriptions des épisodes, sur les plateformes d'écoute. Donc du coup, tu vas pas avoir de trafic direct qui sont liés au podcast souvent. On va écouter, écouter, écouter et puis le jour où on aura besoin, de quelque chose qui est lié, à ce que propose la marque, qui crée le podcast, et ben, on va taper le nom de la marque sur Google. Donc ça, potentiellement, c'est quelque chose que tu peux suivre. Est-ce que ça impacte ton trafic brandé, en organique? Voilà. Mais en tout cas, il y a peu de gens qui vont, cliquer sur le lien que tu mets dans ta description, aller sur ton site et convertir. Donc forcément, c'est plus difficile à traquer. Voilà. Et après, si tu es indé ou pas, bah, en fonction, tu peux avoir des levées, pourquoi pas même pour une boîte d'ailleurs, hein, j'allais dire, si on prend le cas de Conquête, de Bulldozer, bah, il y a des revenus qui sont directement liés au podcast quand on fait du sponsoring par exemple. Comme moi aussi d'ailleurs, j'ai des revenus qui sont directement liés à ça. C'est vrai que quand on est une entreprise, c'est peut-être un peu moins quelque chose qu'on pratique, mais après tout, pourquoi pas? Donc voilà, ça c'est effectivement comment est-ce qu'on va, mesurer l'efficacité d'un podcast. C'est ce que je peux te dire là-dessus. Je sais que la réponse elle est pas parfaite, j'aimerais avoir quelque chose de plus concret à te dire, mais en tout cas c'est comme ça que moi je vois le sujet. Et maintenant si je devais, résumer notre échange et terminer par un dernier conseil, sur, si tu envisages de lancer un podcast, moi je vais revenir un petit peu sur ce que je dis souvent, mais c'est encore une fois et je l'ai dit au cours d'épisode, heu faut pas surestimer l'investissement que ça représente. Bon, il y en a plein qui me il y en a, je reçois des messages, je fais: «Ah, comment tu fais pour produire tout ce contenu?» Mes semaines, non, attendez, elles sont pas à rallonge, j'ai des enfants, je travaille pas comme un je suis pas non plus un monstre de travail. C'est juste, c'est de l'organisation pour que ça rentre bien. Surtout, c'est ça, c'est qu'il faut penser à comment ça va s'intégrer dans la stratégie globale pour que, en fait, la création du podcast te permette de gagner en efficacité sur tous les autres contenus, en efficacité ou en qualité dans la création de tous les autres contenus. Donc c'est vraiment essayer de penser cette mécanique de comment est-ce que tu vas exploiter ce que tu crées dans les épisodes. Et donc ne pas surestimer, potentiellement commencer petit mais commencer parce que je pense que
surtout avec l'avènement de l'IA, dans les années qui arrivent, c'est des formats qui vont, YouTube, podcast, qui vont vraiment prendre de l'ampleur parce que encore une fois, on a besoin aussi de contact ou en tout cas, d'humain, dans les relations et ça, c'est vraiment un contenu qui est super quali pour ça. Et voilà, je suis arrivé au bout de ce que je voulais te dire donc si jamais tu as des questions sur le sujet, bah, évidemment tu peux me trouver sur LinkedIn, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, avec plaisir et puis, bah, maintenant il me reste à te souhaiter une bonne journée. À bientôt.